Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Vous me faites un signe, Michel Perrault, bonjour. Vous Bonjour. publiez La place des femmes, une difficile conquête de l'espace public chez Textuel. Oui, bonjour. Vous me faisiez Merci. ce Merci de signe. m'inviter. Ah bon, écoutez, en tout cas, merci d'être là. Vous avez entendu ce que Camille Magnard vient de dire au sujet de l'Amérique latine. Est-ce que c'est le signe que ce combat, qui est l'un des combats de votre vie, Michel Perrault, progresse ? Oui, je pense. Je suis très frappé de l'internationalisation. C'est ça qui est frappant aujourd'hui. C'est que on vient de parler de l'Amérique latine. Pendant longtemps, on n'en parlait pas tellement quand même, hein. Et là, c'est une vague. Et cette vague, les mots d'ordre sont les mêmes partout, hein. Le féminicide, le harcèlement sexuel, l'avortement, hein. On peut dire qu'on retrouve ces trois thèmes partout, hein. L'avortement moins chez nous puisque nous l'avons, mais les deux autres on les retrouve aussi. C'est ça qui est peut-être la caractéristique de ce que nous vivons aujourd'hui. Naturellement, c'est pas dû seulement aux femmes, c'est dû au fait que nous sommes dans la mondialisation et que finalement là il y a un bon aspect de la mondialisation. Comment expliquer que cette prise de conscience, elle soit générale aujourd'hui, si l'on vous suit, Michel Perrault ? Je pense que il y a des petites causes et des grandes causes. Il y a un mouvement, grande cause, il y a un mouvement de fond depuis longtemps, hein, il faut le situer dans le temps. C'est pas d'aujourd'hui. Nous avons l'impression que c'est aujourd'hui, mais ça commence dans nos pays depuis 2 siècles, dans ces pays-là depuis peut-être un peu moins longtemps. Mais il y a donc quelque chose de long dans cette histoire. Mais ce qui lui donne son éclat, c'est sans doute les moyens de communication, hein. Le MeToo, ça a été ça quand même. MeToo, ça a été un cri des femmes, mais avec un écho démultiplié par les réseaux sociaux, les moyens de communication, et le fait que chacune pouvait dire « moi » et aussi. Moi aussi, c'est-à-dire je ne suis pas toute seule. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses à la fois. Il y a eu une cérémonie des Césars qui a fait couler beaucoup d'encre. J'ai sous les yeux la tribune que Virginie Despentes a publiée au sujet de cette cérémonie, une tribune intitulée « Désormais on se lève et on se barre », où il est question non seulement de féminisme mais de mécanismes de domination. Vous avez été en tant qu'historienne, non seulement une historienne du féminisme, mais aussi une historienne du mouvement ouvrier. Qu'en pensez-vous, Michel Perrault ? Le texte de Virginie Despentes lui ressemble. C'est un texte de colère, un texte de protestation profonde qui anime son œuvre, sa vie, et qui donne beaucoup de portée à sa voix. Je pense que c'est un texte important. Vous dire que je partage tous les points de ce texte, non, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame aussi, il y a beaucoup de choses qui sont mises sur le même plan. Mais ce qui est important et intéressant, c'est peut-être le ton, la tonalité, la colère qu'il y a dans le texte. Cette colère, elle est importante dans les luttes sociales ? Elle est très importante, bien sûr. Les gens ne se lèvent et ne protestent que quand ils ont senti eux-mêmes la domination, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit de genre. Donc oui, en effet, c'est très important. Mais alors, ça veut dire que lorsque l'on voit cette colère monter, si on continue le tour du monde du féminisme et son état des lieux, il y a en France une force politique qui n'existe pas alors qu'elle existe aux États-Unis sous forme de politique, c'est le masculinisme. Si l'on prend par exemple sa situation aux États-Unis avec Donald Trump, c'est quelque chose qui existe de manière tout à fait claire sur la scène politique. Est-ce que vous pensez que ce masculinisme, il peut venir en France ? Quel rôle il joue dans l'affrontement qui est le sien avec le féminisme, Michel Perrault ? Aux États-Unis, comme l'a dit une historienne, c'est la revanche de l'homme blanc, Trump, absolument, hein. Je pense que tous les pays ont leur originalité et leur histoire sur le plan des rapports de sexe. Et je pense qu'en France, on a conquis beaucoup de choses et on est tout de même plus... Les rapports sont plus cool quand même, plus doux, et je l'espère, hein, tout à fait. Mais il ne faudrait pas que derrière cet adjectif charmant, on oublie les profondes inégalités qui existent toujours et qui nécessitent que les jeunes femmes d'aujourd'hui se battent. Mais alors, précisément, vous dites que les rapports sont plus cool.
peut-être que les choses sont en train de changer et qu'il y a un certain nombre de revendications qui font que, comme dans toute révolution, je crois qu'il y a une phrase classique qui dit que dans toute révolution, il y a des gagnants et des perdants. Et donc là, en l'occurrence, les perdants, ce seraient par exemple les hommes blancs de plus de 50 ans. Peut-être, c'est possible. Il est possible que les hommes qui ont eu une position dominante pendant si longtemps éprouvent l'idée qu'ils perdent. Hein. Et il n'est pas impossible non plus que cette idée qu'ils perdent soit à l'origine d'une violence accrue. Parce que ce qui est difficile aujourd'hui, devant le féminicide, c'est de savoir si ils sont plus nombreux parce qu'on en parle davantage, c'est probable, c'est une hypothèse optimiste, ou bien si il y a une espèce de raidissement des hommes qui se sentent tout d'un coup dépossédés. Il faut en faire l'hypothèse. Je ne le pense pas, mais l'hypothèse est possible. Mais alors, par exemple, cette cérémonie des Césars et ce prix accordé à Roman Polanski, qu'est-ce qu'il a suscité en vous, Michel Perrault ? Une solidarité totale avec les femmes qui ont protesté, avec le geste d'Adèle Haenel, absolument. Je pense qu'il y a deux choses. Polanski est un grand cinéaste, mais qui lui conteste cela ? J'adore ses films, personnellement. Je n'ai pas été voir le dernier parce que, justement, je ne voulais pas qu'on dise « Vous voyez, ça n'a aucune importance, les gens continuent à aller le voir. » Mais est-ce que c'était opportun de remettre maintenant ce prix dans le contexte qui est le sien, d'abord, hein, et le contexte des femmes aujourd'hui en lutte pour l'affirmation d'elles-mêmes. Et quand on pense au livre de Vanessa Springora, Consentement, hein, qui fait partie de cette prise de parole très importante, c'est un livre admirable, je pense que ce n'était pas du tout opportun. Et que les femmes ont eu raison de protester. Les Césars récompensent un film, une spécialité, pas un homme, ou en tout cas pas un être, Michel Perrault. Oui, bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord avec ça et je me méfierais beaucoup, en effet, de quelque chose qui nous porterait vers une censure. Non au retour de la censure. Nous sommes évidemment pour la liberté d'expression. Mais encore une fois, il y a des contextes. Et il y a des contextes qui signifient symboliquement beaucoup. Et c'était vraiment pas le moment. Donc, je ne suis pas... Le ministre de la Culture a très bien parlé à ce sujet. Il a dit lui-même que ça ne lui paraissait pas opportun de faire ça et que, voilà, c'était une parole de paix. On continue dans cette actualité du féminisme. Une enquête menée par le collectif Nous Toutes a été publiée hier. Elle évoquait le fait que, je la cite, 9 femmes sur 10 disent avoir subi une pression pour avoir un rapport sexuel. Votre commentaire au sujet de cette enquête, Michel Perrault? Je n'ai pas vu cette enquête, mais c'est pas impossible que dans un rapport de domination générale, historiquement, les rapports sexuels aient été extorqués aux femmes. C'est bien possible, mais tout de même, les femmes existent, elles s'affirment depuis longtemps, elles sont à l'origine du mariage d'amour, les femmes. Hein, à une époque où C'est-à-dire qu'à une époque où le mariage, je pense au 19e siècle par exemple, était la seule destinée des femmes, eh bien, elles voulaient au moins épouser quelqu'un qu'elles aiment. Hein. Et la revendication du mariage d'amour, ce sont les femmes qui l'ont développé. Et naturellement, le mariage maintenant est un petit point dans notre société. Hein. Le mariage est une petite chose. Mais je pense que la demande d'amour dans le couple, c'est vraiment quelque chose pour lequel les femmes se sont beaucoup battues. Bon, mais alors, cette enquête, encore une fois, si on la lit, elle présente les rapports entre hommes et femmes, et notamment, donc, là, en l'occurrence, les rapports sexuels, comme étant des rapports très antagonistes, puisque, par exemple, je continue à égrener les différents chiffres que livre cette enquête, 70% des femmes déclarent avoir eu des rapports sexuels sans pression, alors qu'elles n'en avaient pas envie. En fait, il y a dans cette enquête une forme de dissymétrie du désir.
Oui, c'est pas impossible qu'il y ait une dissymétrie du désir, et notamment que les femmes aient une autre conception des rapports sexuels que les hommes. Mais ça, il y a longtemps qu'on l'a dit, hein, y compris dans le rapport Kinsey qu'on est en train de vouer aux gémonies, parce que c'était un texte américain, mais c'est un texte très intéressant, qui montre que, par exemple, les femmes aiment que ça dure. Les femmes aiment les préliminaires. Tout un rapport à l'acte amoureux qui, à mon sens, est un apport positif à l'acte amoureux, y compris pour les hommes. Hein, après tout, pourquoi est-ce que ça ne durerait pas plus longtemps? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas un acte, doux, sympathique, qui dure, qui passe par différentes phases, différents gestes, etc. Enrichissons l'acte amoureux. Au fond, c'est ça que dit cette enquête aussi. Mais alors, je crois qu'il y a aussi, parmi les textes que vous aimez beaucoup, Michel Perrault, il y a chez Rousseau, par exemple, une prolongation de ce thème, ou alors plutôt les prémices de ce thème dans l'Émile. Je vais citer quelques phrases de l'Émile. « En donnant à l'homme des penchants sans mesure, l'être suprême donne en même temps la loi qui les règle, afin que l'homme soit libre et se commande à lui-même. En se livrant à des passions immodérées, il joint à ces passions la raison pour les gouverner. En livrant la femme à des désirs illimités, il joint à ces désirs la pudeur pour les contenir. » Et donc Rousseau, c'est un texte très célèbre dans l'Émile, explique que la femme est là pour contenir les désirs illimités, l'hubris de l'homme en matière sexuelle. C'est un très vieux thème dans la littérature. Oh, c'est un thème très très ancien, bien avant Rousseau. Rousseau le modernise et le reprend, mais c'est l'idée d'un désir irrépressible des hommes. Leur sexualité est absolument irrépressible, et les femmes beaucoup moins, dit-on. Ça, c'est tout à fait contestable. Et au fond, elles sont là pour apaiser ce désir. Elles sont des vases pour recevoir l'organe masculin et la semence masculine. Parce que leur rôle est contesté aussi bien dans l'amour que dans la génération. Hein. Ce sont les hommes qui créent les humains. Les femmes ne sont que des vases. Il a fallu beaucoup de temps pour que les médecins, dont le rôle est très ambigu mais très intéressant, découvrent que les femmes aussi apportaient quelque chose à la génération. Donc Rousseau reprend ces vieilles idées plus que millénaires. Hein. Il faudrait reprendre Françoise Héritier sur ce plan. Oui, ça remonte aux origines de l'humanité, en quelque sorte. Bon, alors je continue dans la littérature et dans les textes que vous appréciez, Michel Perrault. Il y a dans le roman de Lawrence, L'amant de Lady Chatterley, un passage très célèbre où Lawrence explique que lorsque les deux sœurs Chatterley font leur éducation sensuelle, elles faillirent, je cite Lawrence, elles faillirent succomber à l'étrange puissance du mal, mais bien vite elles se ressaisirent, prirent l'acte physique comme une simple sensation et gardèrent leur liberté, tandis que les hommes, par gratitude pour l'expérience physique qu'elles avaient permise, leur donnèrent une parcelle de leur âme. C'est finalement le retournement féministe où des femmes prennent le dessus sur les hommes dans l'expérience sensuelle. C'est un très beau texte, comme tout le roman et le film, qui est extraordinaire, et qui montre en effet une éducation au plaisir par les femmes. Hein, c'est tout à fait intéressant, et le texte, comme vous venez de dire, le suggère. Le désir des femmes peut transformer en effet l'acte sexuel. Et je crois que c'est peut-être un des traits de la modernité d'aujourd'hui. Et un apport du féminisme dans le rapport entre les corps masculins et féminins. C'est plutôt pas mal. Mais alors, où se situe justement votre féminisme? Parce que d'un côté, on a cette vision rousseauiste qui est poursuivie par cette enquête où les hommes ont des désirs immodérés et les femmes les contiennent ou n'y parviennent pas, hélas. De l'autre, on a l'émancipation des femmes qui est présentée par Lawrence. Elle serait présentée chez d'autres auteurs. On peut la trouver chez Madame de Staël ou à d'autres égards chez Yourcenar. Mais là, les femmes sont émancipées et prennent finalement le dessus sur les hommes. Comment situer l'histoire du désir des femmes tel que vous l'avez étudié, Michel Perrault? D'une part, il y a la prise de conscience d'un système de domination masculine. Bon, encore une fois, on cite Françoise Héritier, mais ça me paraît très important. Mais d'un autre côté, et là l'histoire peut être
à côté de l'anthropologie, dit oui, mais les femmes étaient présentes, elles ont agi, elles ont leur propre histoire, leur propre désir. Ça serait ridicule de dire que les femmes n'ont pas de désir, elles en ont, bien entendu, mais le faire entendre, le dire, l'introduire, c'est ça toute l'histoire des femmes. Et c'est ça qui est une forme transformatrice très importante. Et oui, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette domination chez Rousseau, c'est une domination à double sens, c'est une dialectique. C'est-à-dire ni les hommes ni les femmes n'ont le pouvoir finalement. Oui, enfin, chez Rousseau, il y a quand même l'idée que les hommes sont là et que malgré tout, les femmes sont faites pour eux. C'est quand même très fort chez Rousseau. Et chez Lawrence. Pardon. Et chez Lawrence ou chez les auteurs postérieurs, dans quelle mesure justement le féminisme, c'est l'idée aussi qui va naître au début du XXe siècle, qu'il y a finalement des rapports plus complexes que des rapports de domination simple. On a été vers une conscience de la complexité des rapports, ne serait-ce qu'à cause de Freud aussi, hein, même si Freud n'est pas du tout féministe, c'est pas du tout le cas. Mais on a cessé de réfléchir à la sexualité et à sa complexité. Et je pense que c'est en effet quelque chose de très très important, une histoire très importante, histoire dans laquelle les femmes ont joué un rôle très moteur. Quel rôle, Michel Perrault ? Le rôle de dire... aimer, c'est consentir, hein, et accepter n'est peut-être pas nécessairement consentir. Le consentement, c'est quelque chose qui engage l'individu, et voilà. Et dans l'amour, le consentement est très très important. Pour le plaisir, c'est très important. Michel Perrault, La place des femmes, une difficile conquête de l'espace public. C'est le livre que vous publiez aux éditions textuelles. Vous restez avec nous, Michel Perrault. On se retrouve dans une vingtaine de minutes car il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et je dois dire les noms de tous les candidats en lice à Paris. Agnès Buzyn, David Béliard, Marcel Campion, Rachida Dati, Serge Federbusch, Anne Hidalgo, Daniel Simonet et Cédric Villani. Voilà, c'est le CSA qui m'oblige à ça. Michel Perrault, on vous retrouve. La place des femmes, une difficile conquête de l'espace public aux éditions textuelles. Je ne vais pas vous demander votre point de vue sur cette bataille des municipales, mais en tant qu'historienne vous avez beaucoup travaillé sur le mouvement ouvrier, Michel Perrault. Peut-être votre sentiment sur le moment politique et le moment social que traverse la France ? Un moment très difficile à décrypter, hein, parce que si l'on prend le cas des Gilets jaunes, que nous avons tous à l'esprit bien sûr, c'est pas un mouvement ouvrier. C'est pas un mouvement ouvrier. Les clés d'analyse des mouvements ouvriers classiques, on les retrouve pas là, hein. C'est autre chose, et qui exprime des choses que les ouvriers naturellement partageaient beaucoup, un profond sentiment d'inégalité. Je pense que ça c'est au cœur des choses, mais avec des choses différentes. Le territoire, les rapports au territoire, les rapports aux équipements publics, etc. Donc c'est un mouvement plus vaste qui pose d'autres problèmes, et les armes historiques que nous avons sont un petit peu patinent là-dessus. Il faut en avoir d'autres, hein. Et je pense par exemple à un récent livre, Pierre Rosanvallon, sur le populisme, qui est intéressant, qui est important. Enfin, nous sommes affrontés à de nouvelles donnes, hein, et tout n'est pas utile dans ce que nous avons, hein, comme instrument. À l'université, on en a parlé dans les journaux, Michel Perrault, il y a de plus en plus de mécontentement, il y a un mouvement social aujourd'hui à l'université. Vous qui êtes universitaire, qu'en pensez-vous et quelle lecture faites-vous de cette colère ? D'abord, j'ai toujours connu ça à l'université. Quand j'étais jeune professeur à Paris 7, nous avions affaire à Alice Saunier-CIT, que tout le monde a oublié maintenant, mais qui ne rêvait que de rationaliser l'université, de condenser les centres et d'évaluer. Ah, le mot était déjà... Bien entendu. Et moi, j'ai vu ma vie universitaire envahie par des évaluations qu'il fallait faire tout le temps, avec aucun moyen pour les faire, hein. Il y avait beaucoup moins de moyens à cette époque qu'il y en a maintenant, il faut quand même le dire. Et je pense que
la crise fait partie de l'université, comme dans la vie, et que probablement elle se pose aujourd'hui dans un contexte différent. Il y a quand même beaucoup plus d'étudiants à l'université. C'est pas facile à gérer, hein. Et sans doute faut-il des réformes. Pas du tout hostile aux réformes, il en faut certainement. Mais on a effectivement le sentiment que là aussi, il y a une idée de hiérarchie, d'évaluation, de regroupement. Et on a parfois le sentiment que les gens passent leur temps à faire ça, alors qu'ils auraient beaucoup d'autres choses à faire. Mais alors, comment expliquez-vous, Michel Perrault, les faibles moyens de l'université française? Je crois qu'il y a quand même consensus là-dessus, et l'excellence de la recherche. Par exemple, en histoire, il y a une grande école historique française. Vous en êtes l'une des incarnations. Michel Perrault, comment expliquer le fait que, même si l'université française a peu de moyens, les historiens, par exemple, ont brillé et renouvelé le genre? Oh ben, je vais rire en disant qu'ils travaillent beaucoup. Mais enfin, ça, c'est une réponse facile. Je dirais que quand l'histoire s'est développée, je sais pas, depuis longtemps quand même, hein, depuis l'école des Annales, etc., les années 70, les gens avaient pas beaucoup de moyens, hein, ils en avaient très très peu, mais c'était pas dans le même contexte international. Nous ne parlions pas anglais, enfin si, dans ma génération bien sûr, mais l'anglais est devenu absolument indispensable. Il faut communiquer autrement, penser autrement, et ça suppose en effet un certain nombre de formations et de moyens différents. Oui, l'université a changé, elle a d'autres missions, à l'international, au social, en France, en accueillant davantage de gens. Et il ne faut pas s'étonner qu'elle soit en crise. Il est normal qu'elle soit en crise, mais il ne faudrait pas que la voix des universitaires soit étouffée, parce qu'ils ont des choses à dire. Et les choses qu'ils ont à dire, ce n'est pas uniquement des revendications pour eux-mêmes, c'est pour l'ensemble du système. Vous avez fait votre thèse avec Ernest Labrousse, qui est l'un des représentants de l'école d'histoire sociale française. Vous avez débuté en travaillant sur le mouvement ouvrier, et puis progressivement, vous avez développé une histoire des femmes. Est-ce que ça a été compliqué, Michel Perrault, dans un univers très masculin, celui des historiens, de dire que vous alliez travailler sur les femmes? Oui, au point de départ, ça a été plutôt un étonnement. Pourquoi ? Pourquoi les femmes? Pourquoi donc, hein? Il y avait un étonnement qui contrastait avec l'enthousiasme, peut-être pas de tous les étudiants, mais en tout cas des étudiantes, hein. Les années 70-80, vous allumez une allumette et le feu prend. Parce que ça correspond à un désir et à quelque chose. C'est ça que j'ai vraiment connu, si bien que mon action est très peu de choses. Je veux dire que c'était collectif, c'était assez général, et c'est peut-être quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui d'une certaine manière. Bon, ceci étant, on a quand même été entendu progressivement, hein. Georges Duby, nous avons co-dirigé l'histoire des femmes ensemble, hein. Et Georges Duby était tout à fait convaincu que c'était un sujet majeur, et un sujet majeur en histoire et dans la société, hein. Et par conséquent, oui, il y avait des consciences masculines qui étaient tout à fait ouvertes à cela. Mais l'ensemble de l'institution, alors là, elle était beaucoup plus réticente, et surtout, elle ne voyait pas la question. Elle voyait pas la question. Donc, il a fallu que les jeunes collègues s'affirment, hein, dans des conditions parfois difficiles, avec pas de poste, pas de moyens, etc., etc. Mais elles l'ont fait, hein. Et maintenant, il y a des études femmes et genre, parce que la notion de genre a été incorporée un peu plus tard, et elle est intéressante parce qu'elle permet d'incorporer les hommes à cette recherche. C'est pas seulement les femmes, mais c'est la différence des sexes, c'est les sexualités, etc., etc. Donc il y a eu un enrichissement qui préside aujourd'hui au développement des recherches sur les femmes. Et alors, lorsqu'on essaye d'écrire une histoire des femmes, par exemple, et que l'on prend le moment fondateur de la Révolution française, s'il fallait réécrire cette Révolution française du point de vue des femmes, que dire, Michel Perrault, de cet événement? Est-ce que la Révolution française est passée à côté des femmes? Est-ce que ce moment-là a aussi été un moment de bouleversement de leurs conditions en tant que femmes?
la Révolution française est au fond très conforme à la société qui l'a vue naître. C'est-à-dire qu'on respecte les femmes et on veut leur rôle dans le privé, mais surtout pas dans le public. C'est d'ailleurs tout le sens du livre dont vous avez parlé, c'est de montrer cette séparation publique-privée qui correspond à une profonde différence des sexes. La Révolution française a donné des choses aux femmes, par exemple le droit au divorce, qui a été supprimé par Napoléon et par les Bourbons, etc. C'est toute une histoire. Elle a reconnu aussi, la Révolution, l'égalité des deux sexes devant l'héritage, ce qui n'existait pas dans la France d'Ancien Régime. Donc, il y a une certaine reconnaissance. Mais dès qu'on arrive aux politiques, non. Sieyès dit, il y a deux catégories de citoyens, les actifs et les passifs. Les actifs, les hommes. Les passifs ont droit à la protection de leur personne et de leurs biens. Et dans les passifs, les trop pauvres, les enfants, les étrangers et toutes les femmes. Et toutes les femmes. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut cesser d'être pauvre, on peut cesser d'être étranger, on cessera forcément d'être un enfant, on ne cessera pas d'être femme. Et donc là, l'exclusion est totale. Et ça pose le problème de la symbolique des sexes, de la représentation des sexes qui était à l'œuvre dans cette société. Et alors, les femmes révolutionnaires, je ne sais pas, Olympe il y en a de eu. Gouges, est-ce que, par exemple, c'est un alibi? Est-ce que c'est une femme importante? Est-ce qu'il a fallu réévaluer son importance, Michel Perrault? Olympe de Gouges, on pourrait presque dire que c'est une des premières féministes. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est un texte magnifique, absolument magnifique, mais elle a été guillotinée, Olympe de Gouges. Attention, elle a été guillotinée pas seulement à cause de ce texte, mais parce qu'elle était girondine, et que à l'époque des montagnards, ça ne pardonne pas. Et qu'en plus, elle avait dédié son texte à Marie-Antoinette. Elle avait quand même beaucoup de péchés, mais aux yeux des révolutionnaires. Mais oui, Olympe de Gouges est une grande femme, et il ne faut pas oublier que Condorcet la connaissait très bien, et qu'il était tout à fait d'accord avec elle. Condorcet, qui lui aussi est mort absolument de son arrestation, il aurait été guillotiné s'il n'avait pas été arrêté avant. C'est dire que là, il y a la révolution qui écrase tout, en définitive, y compris les libertés et les paroles vivantes. Mais je voudrais dire en deux mots qu'il y avait d'autres femmes qu'Olympe de Gouges, il y avait des clubs de femmes à Paris et dans des grandes villes de province, et que ces femmes étaient conscientes de ce qu'est la politique, et elles revendiquaient de faire de la politique. Mais cela fait partie des thèmes que vous abordez dans La place des femmes, le livre que vous publiez chez Textuel, Michel Perrault, le fait que les femmes en aient fait suffisamment pour avoir la tête coupée, mais pas assez pour accéder au plein pouvoir sur le plan politique. C'est quand même un paradoxe. Aujourd'hui, vous voulez dire? Non, à l'époque révolutionnaire. À l'époque révolutionnaire, c'est très logique. C'est très logique puisque, encore une fois, la politique, c'est la décision. La décision, c'est l'œuvre de gens rationnels. Seuls les hommes sont rationnels. Les femmes ne le sont pas. Et par conséquent, leur confier le pouvoir, c'est folie. Elles sont un peu folles elles-mêmes. Par conséquent, non, il y a une grande logique. Il y a une grande logique. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a eu des choses évidentes et qui ne le sont plus. C'est ce que Michel Foucault appelait les ruptures d'évidence. Il disait, oui, il y a des systèmes qui fonctionnent, et puis ces systèmes patinent, des gens les contestent, et un jour, on s'aperçoit qu'ils ne sont plus du tout évidents et que c'est même incroyable qu'on ait ainsi pensé. Eh bien, je pense que nous vivons des ruptures d'évidence. Qu'est-ce qu'il y a eu entre ce moment, donc le moment de la Révolution française, où les femmes sont considérées comme étant sous curatelle par rapport aux hommes, et le moment tardif où les femmes obtiennent le droit de vote en France? Il s'est passé beaucoup de choses politiques, des révolutions. La révolution de 48 est très importante. Elle revendique le suffrage universel, mais attention, là encore, pas pour les femmes. Et là, on voit que derrière les événements révolutionnaires, il y a toujours cette espèce de structure de la domination qui perdure. Mais à côté de ces événements qui ont quand même un effet à terme, les femmes, elles n'ont jamais cessé de se mobiliser. Il y a un féminisme sans le nom, car il faut bien voir que le mot féminisme date de la fin du 19e, et il n'existait pas auparavant. Mais le féminisme sans le nom, elles disent « et nous ». Et à chaque fois qu'il y a une révolution, il y a des femmes qui disent « mais et nous alors, et nous ?»
hein. On voudrait bien, nous aussi, accéder au pouvoir. Et ça, c'est très important. Le féminisme a d'abord été un féminisme des brèches, hein. Il s'est infiltré dans les brèches du pouvoir pour le contester et à terme pour le partager. Mais alors, c'est un drôle de pays que la France, parce que vous citez la Révolution de 1848, et il y a le tableau de Delacroix, La liberté guidant C'est les pas du peuple, 1830, c'était là. 1830. Oui. Déjà, Oui. en 1830, on a donc cette figure de Marianne, ce pays, la France, qui se donne la figure d'une femme comme étant donc son symbole, et si on la compare comme vous le faites dans votre livre La place des femmes à Germania, autrement dit son alter ego allemand, qu'en dire Michel Perrault? Maurice Agulon, faut lui rendre hommage. C'est lui qui a étudié le symbole de Marianne. Marianne est le symbole des femmes, mais justement parce qu'elles n'exercent pas le pouvoir, hein. On les met sur un autel, on leur tresse des fleurs, on lui tresse des fleurs, on la célèbre, mais il n'est pas question de partager le pouvoir. C'est vraiment le renversement symbolique de l'absence de pouvoir. Et si on la compare à Germania, là aussi, je cherche la représentation de Germania. Germania qui... Germania, c'est beaucoup plus viril, d'une certaine manière. C'est beaucoup plus militaire aussi, hein. Ça incarne le vieil... ce qu'on pense sur les origines de l'Allemagne dans les profondeurs des forêts. Voilà. La Marianne française, elle se veut femme, hein. Elle se veut mère. Elle a une poitrine que l'on montre généreusement, des cheveux même qui dépassent de son bonnet phrygien. Donc il y a une volonté de mettre la femme sur les autels, qui n'existe pas du tout de la même manière dans le symbole de Germania. Et la question justement du désir qu'on peut éprouver par rapport à ces icônes féminines, Germania, Marianne, peut-être Jeanne d'Arc, là aussi Michel Perrault, si on tente une tentative de décryptage de ces différentes représentations de la femme pour la communauté nationale. Oui, il faut bien voir la place des symboles, hein. Symboles et représentations, ça n'est pas réalité. Et à la limite, plus les symboles sont forts et mis en évidence, plus souvent ça veut dire que dans la réalité, les partages ne se font pas. Et dans le cas de Marianne et du pouvoir des femmes, ça paraît quelque chose de tout à fait éclatant. C'est comme la fête des mères, à la limite. Hein, on célèbre les mères, mais au fond, on célèbre les mères pour qu'elles soient de bonnes mères, qu'elles donnent beaucoup d'enfants, qu'elles restent chez elles, etc., etc. Il ne faut pas oublier que la fête des mères, c'est quand même Pétain. C'est-à-dire en fait un univers très ordonné. Et lorsqu'on continue à égrener les années comme vous le faites dans La place des femmes, Michel Perrault, lorsqu'en 1968 on conteste justement, on commence à contester bruyamment le patriarcat, qu'est-ce qui se passe en 1968? Est-ce que c'est là aussi une date charnière pour reprendre ces ruptures d'évidence dont vous parliez au sujet de Michel Foucault? Oui, et c'est très intéressant parce que 68, au fond, c'est aussi une brèche. En 68, ce sont des jeunes hommes qui sont là. Quand on pense au Lion de Belfort avec Krivine, Cohn-Bendit, Sauvageot, etc., les grands quatre, il n'y a pas de femmes, hein. Les femmes pourtant sont là dans les manifs, mais elles sont très timides, elles prennent peu le pouvoir, vraiment pas beaucoup. Et au fond, c'est une espèce de révolte contre cette absence qui a donné naissance au mouvement de libération des femmes. Le MLF, c'est 70, hein, c'est-à-dire, mais et nous? Une fois de plus, les femmes disent « et nous ». Il ne faut pas oublier évidemment qu'il y avait le mouvement Women's Lib américain qui avait beaucoup d'importance pour les femmes. Et vraiment, ça a été quelque chose de très très important que ce mouvement de libération des femmes des années 70, 75, 80, avec... notre corps, nous-mêmes, hein. Et là, un enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux, c'est absolument essentiel. Parce que là, les femmes demandent la liberté de leur corps, la liberté de leur choix, et elles sont en train, habeas corpus, j'ai mon corps. Et ce qui se passe depuis, avec des hauts et des bas, des moments où on a oublié, c'est un peu la suite de tout ça. Quand les femmes de MeToo disent « moi aussi, pas les pattes », hein, pas de harcèlement, mon corps est à moi. Je veux bien
consentir, mais je veux consentir, justement. Consentir si je veux. Le consentement, c'est moi. Et on ne me l'impose pas. Et là aussi, il y a une profonde conscience du corps qui est quelque chose de très important dans toute la société, pour les hommes et pour les femmes. C'est quelque chose qu'Alain Corbin a très bien montré dans son Histoire du corps. Mais que les femmes vivent, elles, particulièrement, puisque le corps des femmes, c'était ça qui était particulièrement dominé. La domination du corps des femmes, au fond, ça a été la vieille histoire depuis la préhistoire. Mais alors, en tant qu'historienne, est-ce que vous raconteriez cette histoire, je ne sais pas moi, à partir de 1968, comme étant une histoire linéaire, comme si le mouvement MeToo auquel on assiste aujourd'hui était finalement en germe à la fin des années 60 ? Linéaire, certainement pas. Il y a des avancées, des reculs, des backlash, comme disent les Américaines. Bien sûr que non. Et nous allons en vivre d'autres. Il va y avoir des moments de conquête, puis des moments de repli, avec la crainte que les conquêtes soient abolies. Mais il y a quelque chose de commun qui court à travers tous ces mouvements. Et puis alors, aujourd'hui, il y a des débats, voire des polémiques à l'intérieur du féminisme. Par exemple, la question du féminisme universaliste ou non. Votre point de vue à ce sujet, Michel Perrault ? Vous savez, dans ma jeunesse des années 70, j'étais résolument universaliste. C'est-à-dire que je redoutais que la différence soit un enfermement dans ce que nous ne voulions pas. Nous ne voulions pas qu'on nous renvoie à la condition des femmes. Au fond, ce que nous voulions, c'est l'égalité. C'est ce que les hommes avaient. Et on pensait que ce que les hommes avaient, c'était bien, et qu'il fallait le conquérir. Mais ceci étant, je reconnais maintenant, avec le recul, que les différentialistes ont réfléchi peut-être plus que nous à qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est qu'un corps de femme, toutes ces choses qu'elles revendiquaient beaucoup et dont nous redoutions un petit peu l'enfermement. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'être, par exemple, une femme noire ? Est-ce que ça, c'est une question différente de qu'est-ce qu'être une femme ? Est-ce qu'il faut, là aussi, utiliser donc les différents outils conceptuels pour tenter de voir, tenter de penser ces différences, si, pour vous, le combat féministe doit ensuite se répartir entre différentes manières d'être une femme ? Penser les différences dans l'universalisme. Il faut bien voir que les différences ont été des moyens, je ne pense pas du tout à des complots, pas du tout, mais des moyens pour retirer telle ou telle catégorie de l'universalisme. Et par conséquent, à un moment donné, on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi moi, femme ? Pourquoi moi, femme noire ? Car je pense que les femmes noires ont raison de réfléchir à leurs problèmes à elles. Pourquoi est-ce que je n'accepte pas à l'universel ? Pourquoi ? Et par conséquent, penser la différence pour la critiquer, pour la mettre dans la société et pour la dissoudre. Pour que, au bout du compte, hommes et femmes, ce soit un impensé, presque un impensé. Quelque chose de queer que l'on puisse partager. Et que noir, moi j'aimerais bien être noire, je serais heureuse d'être noire. Et que par conséquent, les choses puissent ainsi se partager. Mais alors, ça aussi, c'est une vraie question qui est posée aux sciences sociales. Est-ce qu'il faut appartenir à un groupe pour penser la condition de ce groupe ? Oh, peut-être pas. Le groupe, c'est quelque chose de temporaire qui répond à un besoin, ou tout au moins ça devrait être comme ça. Il y a des moments dans la vie où on a besoin d'être ensemble pour se parler et parler à la société. Et puis après, les groupes se dissolvent en quelque sorte. Donc je verrais le groupe comme quelque chose d'instrumental, de temporaire et de nécessaire. Michel Perrault, La place des femmes, une difficile conquête de l'espace public, aux éditions textuelles.